Vous écoutez Négatif, grand entretien avec Antoine Debec, historien, enseignant, critique de cinéma. Dans les années 1950, à l'époque où Jean-Luc Godard réalisait son premier film, Opération Béton, un documentaire sur la construction d'un barrage hydroélectrique en Suisse, le philosophe allemand Günther Anders rédigeait son ouvrage majeur L'obsolescence de l'homme, dans lequel il a analysé en ces termes la difficulté d'une critique de la machine. Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. Outils, machines, instruments, caméras, voitures, dactylographes, c'est la question de la technique que nous allons interroger avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Antoine Debec. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, dans notre format consacré aux explorateurs et penseurs de l'image, qu'ils soient historiens, critiques, essayistes ou théoriciens du cinéma. Je m'appelle Thibaut Elie et j'enregistre avec Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est donc du cinéma de Jean-Luc Godard que nous allons une nouvelle fois prospecter à l'occasion de la parution de Godard Machine, un ouvrage collectif aux éditions Yellow Now que vous avez co-dirigé, Antoine Debec, avec Gilles Mouelik. Vous avez réuni les meilleurs spécialistes de Godard autour d'une question, la technique, ou plutôt d'un objet, la machine. Citons Dominique Paigny, Alain Bergala, David Farou ou encore Marcos Uzal. Vous-même, vous êtes historien et critique, puisque vous avez écrit dans les Cahiers du cinéma et vous en avez dirigé la rédaction. Vous êtes aussi l'un des spécialistes de la Nouvelle Vague en France, puisque vous avez écrit 2 biographies de référence, l'une consacrée à François Truffaut et l'autre à Jean-Luc Godard. Alors d'à bout de souffle au livre d'images, le riche ouvrage Godard Machine couvre l'ensemble de la filmographie du cinéaste franco-suisse, ses 60 années de carrière et les révolutions techniques dont il a été contemporain, cinéma direct, vidéo, télévision numérique, mais aussi l'âme et l'époque de la deuxième révolution industrielle. Alors Antoine Debec, comment Jean-Luc Godard s'empare-t-il de la technique, des techniques entre cinéma et machine, machine et cinéma? Nous allons réfléchir à cette belle question ensemble avec vous dans ce 33e grand entretien de Négatif. Pour commencer, une première question. À propos de votre travail, est-ce que vous vous définiriez comme historien ? Oui, je me définirais comme historien. D'abord parce que j'ai une formation d'historien. J'ai fait une thèse d'histoire de la Révolution française, donc vraiment une thèse d'histoire-histoire, comme on pourrait dire, en travaillant sur des archives, en publiant aussi un certain nombre de livres sur des sujets d'histoire, comme la Révolution ou l'histoire culturelle. Je travaille actuellement beaucoup sur l'histoire de la marche. Voilà, des choses. Donc, c'est un domaine dans lequel je me sens à la fois à l'aise parce que j'aime l'archive, j'aime le document, j'aime aller à la trouvaille, une sorte d'enquête comme ça, qui pour moi passe par un travail de terrain qui se déroule souvent en bibliothèque, dans des fonds d'archives ou dans des livres anciens. Voilà, c'est vraiment pour moi un plaisir et aussi une méthode de travail. Et puis, je me définirais aussi comme historien du cinéma. C'est-à-dire que, voilà, à un moment... parce que j'avais commencé à aussi développer une seconde passion qui était celle de la cinéphilie, voilà, de l'amour du cinéma. J'ai commencé aussi à écrire comme critique, jeune homme à 20 ans dans les Cahiers du cinéma, et à un moment, il s'est trouvé que être cinéphile, critique et être historien pouvaient se réunir, pouvaient se rencontrer. Donc voilà, je suis devenu historien du cinéma, à la fois, je dirais, sensible à l'histoire, à la manière dont les films prennent en charge l'histoire, en témoignent, peuvent être comme des
des jalons comme ça sur une histoire générale, mais aussi comment est-ce que des mouvements, des écoles peuvent faire histoire au sens imposer des nouvelles manières de concevoir le cinéma. Donc voilà, à tous les sens du terme, je me sens vraiment comme un historien du cinéma qui a cette peut-être particularité. Sans doute est-ce dû à cette sorte de double formation entre histoire et critique et des regards un peu vifs sur les films, sur ce qu'on pourrait appeler la forme cinématographique. Voilà, je défends beaucoup l'idée qu'on peut faire de l'histoire avec les formes. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas seulement arriver à reconstituer la façon dont un film s'est fabriqué, un film a été reçu. C'est aussi arriver à reconstituer historiquement, à mettre en contexte historique les formes elles-mêmes, la façon dont le cinéaste invente sa mise en scène. Je pense que c'est quelque chose qui, là aussi, témoigne de l'histoire. Bon, c'est ce que j'ai appelé dans un livre qui s'appelait l'histoire caméra, les formes cinématographiques de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et donc, je suis contre l'espèce de vieille césure ou frontière ou voire opposition parfois entre d'un côté l'histoire, de l'autre côté la forme, d'un côté les historiens du cinéma et de l'autre ce qu'on pourrait appeler ceux qui travaillent sur l'analyse et l'esthétique. Voilà, donc je pense qu'on peut réunir les deux, ou en tout cas faire de l'histoire à partir des formes du cinéma. Ça, c'est un petit peu mon credo, on va dire. Est-ce que c'est de travailler sur les formes de l'histoire qui vous ont donné envie de faire de la critique et donc de s'intéresser aux formes actuelles ? Alors la critique, c'est quelque chose qui est né très tôt, à peu près au même moment où naissait chez moi une vocation d'historien. Un petit peu plus tard, donc la vocation d'historien, je l'ai eue au lycée quand je me suis retrouvé devant des cours de professeurs sur la Révolution. Voilà, ça m'a fait vibrer. La découverte du cinéma, ça a été un petit peu plus tard, disons à 18-20 ans, quand on commence à voir beaucoup de films, à se poser des questions sur ce qu'on voit. Et donc, c'est vrai qu'assez vite, j'ai eu envie de passer par à la fois le regard, l'analyse et l'écriture. Je pense que c'est quelque chose qui a sûrement été un mouvement assez rapide chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire au Cahier du cinéma. Oui, il se trouve qu'il y a eu un événement qui m'a, comme beaucoup de cinéphiles, bouleversé à l'époque. Quand j'avais 20 ans, c'est la mort de Truffaut, en octobre 84. Et j'ai écrit à ce moment-là une lettre au Cahier. Et puis les gens des Cahiers l'ont reçue, l'ont trouvée intéressante, puis on s'est rencontrés comme ça. Voilà, c'est comme ça que toutes les générations, sauf peut-être la première génération, celle justement de Truffaut et de Godard, où tout le monde est arrivé au Cahier en fait par intérêt pour la revue, pour le cinéma et par envie d'écrire sur le cinéma. Donc oui, l'intérêt pour les formes, c'est quelque chose qui est né chez moi à peu près en même temps que l'intérêt pour l'histoire. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas séparé, c'est-à-dire dans mes travaux d'historien, il y avait une attention aux formes, puisque moi j'ai travaillé beaucoup sur les représentations du corps, sur les caricatures, sur le discours métaphorique, donc quelque chose qui était très empli déjà de formes en fait, au sens presque cinématographique du terme. Et donc et de la même manière, en commençant à écrire au Cahier, j'avais forcément un intérêt pour l'histoire, au sens les premiers films qui m'ont beaucoup intéressé quand j'étais jeune critique, c'était des films qui souvent avaient un rapport à l'histoire. Un des premiers textes ou un texte, disons, un peu important, ça devait être une des premières
couverture des cahiers, comme on dit, que j'ai faite en écrivant un texte, c'était sur Non ou la Vanguard de commander de Manuel de Oliveira, qui est un film vraiment qui est une sorte de réflexion sur l'histoire du Portugal à partir de ses défaites, donc avec une forme très, très particulière. Et donc, on pouvait comprendre ce film qu'en plongeant cette forme à la fois dans la réflexion historique de Manuel de Oliveira et dans le contexte historique de l'histoire du Portugal. Donc voilà, par exemple, où j'ai aussi beaucoup travaillé beaucoup écrit à mes débuts de critique sur Tarkovsky ou sur le cinéma africain sous Souleymane Cissé, par exemple. Donc voilà, à chaque fois, ce sont des films qui présentent une forme très, très originale, très personnelle, très puissante, quelque chose qui vibre à l'écran et en même temps qui sont aussi des témoignages historiques, hein, on peut les prendre comme ça en tout cas. Donc voilà, c'est sûr que cette je dirais fusion entre forme et contexte historique et histoire, c'est quelque chose qui était assez naturel, disons, aussi bien quand j'étais historien que quand j'étais critique. Est-ce que lors de vos études ou lors de vos premières années de recherche, est-ce que cette jonction entre histoire du cinéma et cinéphilie, est-ce que c'est quelque chose qui était développé à l'université ? Alors ça se développait, je pense que j'ai été un de ceux qui ont permis que ça se développe, c'est-à-dire que donc moi je commence à écrire par exemple j'ai écrit une histoire des cahiers du cinéma, donc voilà, là les cahiers du cinéma c'est une revue qui produit des textes et qui s'intéresse aux formes, hein, qui ne fait que ça, hein, qui invente presque même la notion de mise en scène et en même temps j'ai voulu en proposer une histoire, c'est-à-dire me plonger dans le contexte de cette histoire qui commence en 1951 avec la création des cahiers par Jacques Doniol-Valcroze, André Bazin et voilà l'arrivée d'une nouvelle génération autour de Rohmer, Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette et puis qui va jusqu'à moi je me suis arrêté, j'ai écrit 2 volumes de cette histoire des cahiers jusqu'aux années 80 et Serge Danet comme rédacteur en chef des cahiers. Donc voilà, et ça date du début des années 90. Ça paraît en 91 et c'est le moment où effectivement on commence à pas mal écrire en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, hein, sur les conditions de vision des films, l'importance du public et de ce public particulier qu'est la cinéphilie, et notamment en France où il y a une sorte de culture cinéphile très vivace dès les années 30 et puis qui se développe beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, 50, 60. Donc oui, c'est sûr que toute une série de publications, de colloques. Je me rappelle un grand colloque qu'on avait fait en 1995 pour le centenaire du cinéma, hein, à Lyon, à l'Institut Lumière de Lyon, avec Thierry Frémaux, on avait organisé ça. Donc il y a maintenant 25 ans, et qui était le premier colloque sur la cinéphilie et son écriture, qui est la critique, en fait. Donc, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui se développait, qui s'est beaucoup développé, en fait. Cette sorte, ce qu'on pourrait appeler d'un côté une sorte d'histoire culturelle du cinéma, hein, qui s'intéresse à tous ces objets culturels que produit le cinéma en tant que passion, que cinéphilie, que public. Et puis aussi, moi, ce que j'ai appelé les formes cinématographiques de l'histoire, voilà. Et c'est sûr que les travaux sur la critique, sur la cinéphilie, se sont développés dans ces années-là, dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui il est tout à fait légitime à l'université de
proposer un mémoire, une thèse sur une revue, sur un critique. C'est quelque chose qui s'est beaucoup, je dirais, qui s'est même bien développé. Oui, non, c'est sûr. Quelle a été votre rencontre avec les films de Jean-Luc Godard ? Alors la rencontre avec Jean-Luc Godard, avec les films de Godard, c'est vrai que ça passe d'abord par les films de Godard, c'est des films que je pouvais voir au présent de ma cinéphilie. Donc voilà, j'ai un peu situé le contexte. Moi, j'ai 20 ans dans les années 80, et donc c'est le moment, c'est un moment fort de Godard. C'est-à-dire on a souvent l'image de Godard du cinéaste des années 60, puis ensuite d'un cinéaste qui se serait coupé du public, qui aurait fait une sorte de traversée du désert pour travailler seul dans son coin, entouré d'un groupe comme ça de fans, d'aficionados. Le début des années 80 propose un Godard qui est au contraire dans un moment de reconquête du public. Voilà, c'est vrai qu'il a, après 68, entre 68 et 80 et la fin des années 70, était un grand militant politique qui s'est isolé. Presque aucun de ses films ne sont sortis pendant cette période-là dans les salles de cinéma commerciales. Et au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, il y a une sorte de retour de Godard au centre du cinéma. Voilà, à travers sa rencontre, par exemple, avec Marine Karmitz et un film comme Sauf qui peut la vie, voilà, qui en 80 arrive comme un peu le retour de Godard. Moi, voilà, c'est à peu près ce moment-là. J'ai entre, disons, Sauf qui peut la vie et puis des films comme King Lear ou Détective, disons plutôt la fin des années 80. Sur cette décennie-là, j'accompagne Godard comme cinéphile, puis ensuite comme jeune critique des cahiers du cinéma. Donc, ce sont des films que je vois en direct et qui m'impressionnent beaucoup par, je dirais, leur richesse. Ce sont des films qui ont accumulé tout le savoir aussi bien formel que technique de Godard. Voilà, l'expérience de la vidéo, l'expérience politique, le travail sur une sorte de nouvelle image rêvée avec cette nouvelle caméra fabriquée par Jean-Pierre Bauviala et Aton. Voilà, donc ce sont des choses qui, au début des années 80, irriguent tout le cinéma de Godard, qui est extrêmement riche, très très dense, et donc on est devant des films qu'on comprend pas forcément, mais qui vous soufflent un petit peu, qui sont très impressionnants et donc dans lesquels on a envie de rentrer, de revoir. Donc c'est vrai que c'est un cinéma, voilà, des films comme Prénom Carmen, comme Passion, ce sont des films que moi j'ai beaucoup vu et revu, mais dans les salles, quoi, au moment où ils sortaient. C'est aussi ça, un des côtés très, je dirais, excitant de Godard, c'est que c'est un contemporain, quoi. Il est, quelle que soit la période où il travaille, ça je m'en apercevrai plus tard en recherchant et en écrivant, par exemple, la biographie de Godard, c'est quelqu'un qui est au contact de son temps, de son époque, comme une sorte de radar hyper sensible et qui transforme en forme le présent. Et donc, quand on voit les films de Godard, quand on a 20 ans, au milieu des années 80, on est quand même assez impressionné aussi par la puissance de présent, quoi, de ces films. C'est quelque chose de très fort. Et c'est vrai que donc tout ça m'a amené à un premier je dirais presque un peu pèlerinage
chez Godard, hein, avec voilà la nouvelle équipe des Cahiers du cinéma qui arrivait. C'est un contexte aussi intéressant dans les Cahiers du cinéma même. Hein, moi, j'écris un premier texte aux Cahiers du cinéma en décembre 84. Le milieu des années 80, c'est un moment de grand renouvellement des cahiers. Il y a toute une génération qui est en train de partir, notamment des grands godardiens, hein, comme Alain Bergala, par exemple, hein, qui part faire des films, Assayas, Léos Carax, Charles Tesson, tout ça. Ils ont replacé les cahiers au centre de la cinéphilie, hein, autour de Danet, puis de Toubiana, à la toute fin des années 70 et au début des années 80. Et puis, ils s'en vont généralement pour aller faire des films ou travailler dans le cinéma. Et une nouvelle génération arrive autour de... Voilà, on était 5 ou 6, Thierry Jousse, Nicolas Saada, Frédéric Strauss, Yanis Katsanias, tout ça. On arrive au cahier à peu près en même temps et on grandit au cahier en même temps. Et un des rites initiatiques des cahiers, c'est d'aller voir Godard, ça c'est sûr. Parce que Godard s'intéresse beaucoup aux cahiers. Il est peut-être le seul cinéaste, je dirais, qui a été une sorte de liaison constante avec les cahiers, même aux moments les plus radicaux et même encore plus aux moments les plus radicaux du gauchisme des cahiers, dans des maoïsmes des cahiers au milieu des années 70, Godard était très présent, donc il s'intéresse et il voit arriver une nouvelle génération, ça l'intéresse et donc assez vite je dirais pas qu'il nous convoque, mais en tout cas il a envie de nous voir et donc nous on est tout jeunes, hein, on a 25 ans, très évidemment impressionné par ce que représente Godard dans les cahiers, ce que représente Godard comme cinéaste, et puis les films qu'on voit au présent. Hein, c'est les plus beaux films qu'on voit, en gros, à ce moment-là. Mais bon, on va faire ce petit pèlerinage à Rolle. Donc, moi, je me souviens que le premier pèlerinage, c'est, entre guillemets, hein, c'est pour faire le numéro 30 ans depuis, hein, qui doit être un numéro donc, de 90, hein, de 1990. Donc, à ce moment-là, on va voir Godard pour lui soumettre l'idée de faire un numéro spécial, qui n'est pas le premier des cahiers sur Godard. Et c'est comme ça qu'on fait les premières rencontres à Rolle, à Paris aussi, parce qu'à ce moment-là, Godard vient régulièrement à Paris. Il a des bureaux à Périphéria, juste à côté de chez Romer. Donc c'est aussi quelque chose de très impressionnant de parfois croiser les deux ensemble. Et donc, oui, voilà, ces premières rencontres, c'est aussi le moment où il est en train de fabriquer ses histoires du cinéma. Hein. Donc, je me souviens très bien à Périphéria là, d'une rencontre que j'avais un peu provoquée parce que j'avais envie de montrer les films. C'est quelques années plus tard, c'est en 92, 93, quelque chose comme ça, à un historien qui s'appelle François Furet. Qui n'est pas du côté de Godard au sens où c'est pas un historien révolutionnaire, c'est un historien de la Révolution mais pas révolutionnaire. Et il y a une rencontre Furet-Godard qui était vraiment passionnante, où Furet était impressionné par les films qu'il a vus comme ça, visionnés sur un petit écran avec Godard à quatre pattes sous l'écran pour régler son rapport aux machines. Hein, c'est ça aussi, c'est qu'il veut que ce soit parfait, les réglages, etc., le son, l'image. Et donc, et il fait tout lui-même. Hein, donc c'est des souvenirs comme ça qui sont assez forts. La rencontre aussi Godard-Solers autour des histoires du cinéma, c'est à peu près au même moment. C'est quelque chose que j'avais pu organiser pour les cahiers. Donc voilà, c'est toute une série de rencontres avec Godard à ce moment-là, à partir, disons, du tout début des années 90, autour des cahiers du cinéma, sur des projets qui peuvent être des numéros spéciaux, des sorties de films qui nous intéressent. Voilà, c'est la vie d'une rédaction avec un peu son... On avait deux mentors à ce moment-là. Hein. C'était Godard, qu'on allait voir en Suisse ou qu'on voyait à Paris, puis c'était Danet qui était un voisin, hein, qui habitait tout près des cahiers, vers la Bastille à ce moment-là. Et donc, pareil, Danet passait régulièrement au cahier, on avait des longues discussions avec lui. Jusqu'à la mort de Danet en 92, c'est un petit peu les deux...
je dirais, les deux parrains et les deux grands initiateurs pour toute cette génération au Cahiers. Et alors, il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux. Et donc, voilà, c'est comme ça que le rapport à Godard se construit. Et puis ensuite, il va se prolonger au fur et à mesure quand je vais passer à Libération. J'ai dirigé pendant 6 ans les pages culture et cinéma de Libération. Il y a eu encore des entretiens avec Godard sur double, triple, quadruple page. C'est quelque chose qui est à la fois très excitant et puis toujours pas facile, parce que Godard n'est pas facile. Il est jamais content, en fait, de ce que ça donne. Donc voilà, on est aussi proche de quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites. Je dis ça collectivement, pas personnellement, mais collectivement pour cette génération, et en même temps est peut-être le plus virulent des critiques. Voilà, et sa marque d'intérêt, elle passe par là, parfois par le petit mot d'insulte. Voilà. Donc Godard, on le sait, c'est pas quelqu'un de facile dans ses rapports humains. Donc voilà. Et tout ça, si je continue ce rapport avec Godard, ça me mène au moment où je décide de faire sa biographie. Donc là, on est à peu près, c'est le moment où je vais quitter bientôt Libération. On est en 2006. J'ai passé 6 ans à Libé. C'était très excitant, très amusant, très fatigant. J'avais envie de faire autre chose, et notamment de prendre le temps de faire une biographie de Godard, de replonger, comme j'avais pu faire sur Truffaut, dans une vie comme ça, un récit de vie à partir essentiellement de documents, d'archives que je peux essayer de trouver. Alors sur Truffaut, c'était tout mâché, puisque Truffaut, en mourant, a laissé des magnifiques archives. Pour Godard, les archives, il fallait les constituer, puisqu'il n'était pas mort. Et puis, on retrouve le travail d'historien. Voilà, absolument. Et donc, il fallait que ça devait passer par Godard. Et donc, le jour où je lui dis, je lui dis que j'ai envie de faire une biographie de lui, je me rappelle, c'était au Frénois. Godard, à ce moment-là, était invité au Frénois. Il s'est fermé comme une huître et je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, donc mais bon, je peux comprendre tout à fait cette prévention. Godard n'a pas du tout envie ce travail qui m'intéresse, moi, de mettre en lien des formes avec une histoire ou des formes avec une biographie, puisque c'est ça. Moi, je pense qu'on comprend mieux le cinéma de Godard en le mettant en rapport avec sa propre existence, sa biographie, à tous les sens du terme. C'est pas seulement les petites histoires, les petits scandales. Il y en a pas vraiment sur Godard. Mais c'est aussi les prises de position de Godard, la manière dont il évolue dans une époque. Je pense que c'est comme ça qu'on comprend. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse de comprendre les films de Godard comme ça. Lui, c'est pas du tout son optique. Il a pas du tout envie de ça. Et donc, il s'est fermé à ce moment-là complètement. Et donc, c'est d'une certaine façon une manière de pouvoir faire le travail, en fait. C'est-à-dire, je savais à ce moment-là que ça passerait pas par des entretiens avec lui. D'autres avaient tenté des biographies comme ça. Donc moi, je suis passé par je dirais la galaxie Godard, tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui ont à la fois des choses à dire, mais surtout ont conservé des documents de ce travail, puisque travailler avec Godard, ça veut dire il y a pas mal de lettres qui s'échangent, il y a pas mal de travaux d'écriture, de dessin, de mise en place, de repérage, tout ça qui s'effectue à tous les niveaux, et ça produit de l'archive, ça produit du document. Donc à partir de ce moment-là, pendant 2-3 ans, mon premier objectif, avant même de pouvoir écrire une biographie, c'était de constituer comme un peu un puzzle, comme ça, les différents documents qui allaient permettre de pouvoir écrire la vie de Godard. Donc j'ai passé beaucoup de temps à
à rencontrer des gens, à dépouiller tous les entretiens que Godard avait donnés, il y en a beaucoup, à avoir tous les témoignages que les collaborateurs de Godard ont pu donner, et puis à collecter comme ça des archives jusqu'à aller aux puces pour trouver pas mal d'autographes de Godard, puisque c'est vrai que l'autographe de Godard a une certaine valeur, donc il est conservé par les voilà, par les vendeurs d'autographes, aux puces de Clignancourt, vous pouvez trouver des lettres de Godard, et puis certains collectionneurs d'archives ont récupéré des archives de Godard, parce que Godard, à certains moments de sa vie de rupture, comme ça, c'est une vie beaucoup en rupture, a abandonné. Parfois sur le trottoir, parfois en le vendant comme ça au maître à des collectionneurs, des pans entiers de son existence à travers ses archives, quoi. Et donc voilà, en faisant ce travail un peu d'enquête, on peut reconstituer le puzzle Godard à partir des documents qu'il a laissés. Et en plus, d'autres faisaient ce travail en même temps que moi, comme Alain Bergala, comme autour de l'exposition Godard de Beaubourg. Il y a eu aussi un gros volume de documents dirigés par Nicole Brenès qui ont été publiés. Donc voilà, ce sont des choses qui ont permis en fait d'écrire la biographie de Godard. Et le travail de cet ouvrage, Godard Machine, qui est... Alors le travail de cet ouvrage, oui, Godard Machine, il est, je dirais que pour moi, il est né du travail du biographe. C'est sûr que quand on travaille sur Godard de façon un peu intense comme ça pendant plusieurs années sur l'ensemble de ses films, on ne peut pas ne pas être marqué par le rapport de Godard à la machine, à la technique, qui est un rapport très fort et très constant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que ça commence, vous avez parlé d'Opération Béton, ça commence dès les tout premiers films et ça continue aujourd'hui. Godard est un homme qui a cette sorte de rapport très obsessionnel, très maniaque et je dirais presque un peu prédateur comme ça à la technologie de son temps et la technologie cinématographique et et c'est ça qui est intéressant, n'est pas seulement une sorte de, je dirais de nerd ou de fan technophile qui a aussi un rapport très critique. Voilà, c'est un technocritique en même temps qu'un technophile, Godard. Et donc et c'est à travers, je dirais, un usage un peu critique, polémique de la machine, de la technique cinématographique qui révolutionne le cinéma. Ça a toujours été ça dès À bout de souffle et c'est encore ça avec Adieu au langage et la 3D, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu. À ce moment-là, donc j'ai consacré un séminaire à la fac, j'étais enseignant à Nanterre à ce moment-là, sur Godard et les machines, Godard et la technique. Donc ça devait être autour de 2011-2012. Et puis à ça s'est greffé... je dirais la montée en puissance d'une thématique dans les recherches universitaires, dans les recherches en études cinématographiques autour de la technologie, de la technique du cinéma. Bon, ça, c'est quelque chose qui est porté par un ami qui est aussi un grand universitaire, prof de cinéma à Rennes, qui s'appelle Gilles Moëllic. Donc lui, il dirige par exemple depuis quelques années ce qui s'appelle le groupe Technes, qui est une sorte d'association entre France et Canada. Il y a beaucoup de gens autour d'André Gaudreau, par exemple, à Montréal, qui travaillent sur ces sujets, qui planche sur le rapport du cinéma à sa propre technique, à sa machinerie, à travers des enquêtes sur les chefs opérateurs, sur les techniciens du cinéma, et à travers un certain nombre de sondages comme ça sur quelques grands cinéastes qui ont ce rapport fort à la technique, dont Godard. Donc on s'est retrouvé avec Gilles Moëllic sur cette idée de diriger
quelque chose, une enquête un petit peu sur Godard et les machines. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée du livre. Oui, c'est très clairement la rencontre d'un intérêt personnel avec un sujet très actuel et très porteur dans les études cinématographiques, incarné par Gilles Moellic, qui a donné existence au livre. Pourquoi en avoir fait un ouvrage collectif ? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu partir à deux. L'intérêt, c'est précisément de donner un éventail assez complet, et je dirais un éventail complet sur trois domaines, 3 niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, le rapport de Godard à la technique dans son importance et son évolution sur l'ensemble d'une carrière. Donc il y a des moments, je dirais, moi on pourrait identifier 4 moments forts de Godard à la technique. Donc ça suppose effectivement une pluralité de prise en charge de ces moments, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, mais c'est plus intéressant de s'adresser à des bons spécialistes de Godard qui ont travaillé sur des choses très précises. Voilà, le rapport de Godard à la caméra, le rapport de Godard à ces caméras, le Caméflex, la Mitchell, et ensuite la caméra à Aton, comme ça, c'est quelque chose qu'il est bon de confier à un vrai spécialiste, quoi. Et donc c'est pour ça que on a à ce moment-là pu contacter tous les spécialistes. Je vais pas citer tout le monde, mais sur la caméra, c'est sûr que Vincent Sorel, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur ce sujet. C'était très intéressant pour nous de pouvoir le faire travailler dans ce volume. De la même manière, sur un autre type de rapport de Godard à la technique, il y a toutes les machines, non pas dont se sert Godard pour faire son cinéma, c'est-à-dire la caméra, la monteuse Steinbeck, c'est le mixage, toute la manière dont Godard fabrique le cinéma. C'est un premier rapport à la technique, mais il y a toute la manière dont Godard filme les machines. Et ça, ça va des machines du cinéma lui-même, puisque Godard aime beaucoup montrer précisément l'entrée du mépris, où on voit la Mitchell, ce magnifique fragment, enfin sketch comme on disait à l'époque, de Loin du Vietnam, où Godard dialogue en quelque sorte avec sa caméra, là aussi une grosse Mitchell, c'est quelque chose de très fort. Et puis ensuite tous les moments c'est presque une image un peu emblématique de Godard, où il est en train d'écrire à la machine à écrire, tout en montant ses films dans les histoires du cinéma. Voilà. Bon, donc il y a cette sorte de mise en abîme comme ça de la machine cinéma, mais il y a aussi beaucoup d'autres machines qui interviennent chez Godard parce que ça l'intéresse. Les voitures, c'est quelque chose qui traverse complètement l'œuvre de Godard. Donc Alain Bergala s'est saisi de cela dans ce livre. C'est un rapport là aussi entre fascination, haine, entre plaisir et critique que Godard a à la voiture, à la fois symbole de dans À bout de souffle, c'est le symbole d'une forme d'émancipation du personnage, et en même temps, dans Week-end, c'est le symbole de l'asservissement au capitalisme. Donc et ce rapport très changeant, très très ambivalent de Godard à la voiture est intéressant. De la même manière, toutes les machines à son. Godard est passionné par le son au cinéma, et il utilise dans les films des jukebox, par exemple, des tourne-disques, beaucoup dans les films des années 60. Il est contemporain de l'évolution de la technologie sonore. Ensuite, il va montrer les Nagra, les choses comme ça. Donc, là aussi, il fallait forcément s'intéresser à ça. Et puis, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est le rapport de Godard, par exemple, à certains lieux qui sont des lieux qui traitent
je dirais très concrètement comme des lieux de machines. Par exemple, les cafés. Voilà, le café chez Godard, le bistrot, quoi, le simple bistrot devient aussi un lieu. Quand on voit 2 ou 3 choses que je sais d'elle, c'est presque une sorte de manifeste comme ça, où des machines pour servir la bière, des machines pour faire le café, des machines pour prendre les œufs, enfin toutes ces machines très concrètes, aussi les jukebox dans les cafés, les flippers, enfin tout ça, toute cette machinerie du café. Godard l'utilise énormément. La désigne, la met en scène, je dirais, lui donne un rôle presque un peu actif, acteur, moteur dans les films, notamment des années 60. Et voilà, donc il y a tout ce qu'on pourrait appeler cette représentation de la machine, qui est souvent liée évidemment à une sorte de machine sociale, hein, qui regroupe les hommes et les femmes. C'est intéressant. Et puis il y a un troisième, disons, niveau de lecture du livre qui est, je dirais, presque un rapport là d'ordre presque un peu philosophique, hein, de Godard à la machine, à la fois comme une forme de, je dirais, d'émancipation, hein, c'est quelque chose de très important. Dominer la machine, ça lui permet d'être autonome. Hein, c'est quelque chose. Voilà, le rêve de Godard, c'est de faire du cinéma tout seul, hein, et c'est quelque chose qu'il a fini par construire dans son studio à Rolle. Voilà, une sorte de studio Godard qui lui permet de contrôler, de fabriquer un film grâce aux machines qu'il domine et qu'il a achetées et qu'il a maîtrisées, et à une équipe technique qu'il a peu à peu initiée à cela. Mais Godard est capable je dirais à partir des années 80-90, début 2000, de fabriquer lui-même des films finalement assez complexes, hein, comme les histoires du cinéma. Enfin, tout le travail que Godard a sur ce qu'on pourrait appeler les essais vidéo, c'est un travail, je dirais, presque un peu d'ordre artisanal, qui est un travail de penseur du cinéma, mais qui est aussi un travail d'artisan du cinéma, de quelqu'un qui fabrique tout seul le film. Donc cette émancipation, cette autonomie, elle est conquise par la machine. Et en même temps, Godard ne cesse d'avoir un regard critique sur cette machine. C'est-à-dire que c'est un regard non seulement, je dirais, de critique au sens de montrer ce que ces machines disent de l'aliénation, qu'on est tous aliénés aux machines dans notre société, et voilà, on en est totalement dépendant, on ne peut plus vivre sans ces machines. Donc c'est un rapport d'ordre critique, je dirais, de ce type-là, mais c'est aussi un rapport critique qui est aussi créatif. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'usage critique, polémique par Godard des machines qui lui permet de créer une forme. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, ça m'a beaucoup frappé sur un film comme Éloge de l'amour, donc un film de tout début des années 2000. C'est la première fois, en gros, que Godard va utiliser de façon presque constante le numérique, les petites caméras DV, voilà, le montage numérique, et il en fait un usage très singulier, je dirais presque. Bon, c'était une très belle expression de Georges Sadoul sur les premiers films, hein, justement à propos de l'usage très particulier que Godard fait de la critique. Il dit, Sadoul dit que Godard parle un français, parle le cinéma avec des fautes d'orthographe, hein. C'est-à-dire qu'il fait des fautes
technique, hein. Bon, voilà, à bout de souffle, c'est les jump cuts, le faux raccord, ça a été beaucoup à la fois remarqué, parfois dénoncé. Voilà, Godard fait n'importe quoi. Bon, c'est évidemment une légende. Godard est très conscient de ce qu'il fait, mais il fait un usage volontairement provocateur, un peu à côté du bon usage, quoi. Voilà, on dit il y a un bon usage de la machine. Godard a une sorte de mauvais usage de la machine, mauvais au sens critique, polémique. Et sur Éloge de l'amour, il utilise les nouvelles caméras, le numérique, comme une manière de retourner, on peut dire presque un peu aux origines du cinéma, en faisant un usage qui le rapproche du film d'amateur, du film presque comme si c'était des vues lumière qu'on aurait retrouvées, ou sur la couleur, hein. Voilà, Godard dit beaucoup qu'il a pu, grâce à les détours qu'il a fait prendre à la technique, travailler presque comme un fauviste, hein, comme un peintre. Il dit, nous, on se surnommait les fauves, voilà, quand on travaillait la couleur comme on le fait sur des aplats très picturaux comme ça. C'est pas du tout un usage normal ou un bon usage de la machine numérique, quoi. Et c'est ça qui est intéressant chez Godard, hein. C'est ce rapport à la fois technophile, où il veut toujours être à la page, hein. Voilà, c'est ce rapport au présent où Godard, quand tout le monde parle de la 3D, il a envie de tourner en 3D. Voilà. Et en même temps, il fait cette technophilie, hein, est aussi une technocritique, hein, et lui permet de faire un usage très personnel, très créatif d'une technologie du présent. Voilà. Et donc c'est ça sûrement qui a déterminé un petit peu l'idée de faire appel à pas mal de collaborateurs, hein, pour répondre à votre question. Voilà, c'est des choses qu'on peut dire, qu'on réunit par exemple dans l'introduction, mais c'est pour rentrer dans les détails, il est bien de faire appel à toute une série de bons connaisseurs, de spécialistes de Godard que ce sujet intéresse, hein. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une des manières de renouveler, on va dire, les études godardiennes, hein, qui sont conséquentes à l'université, hein. C'est sans doute un des cinéastes sur lequel on a le plus écrit et qu'on continue à écrire le plus. Le passage par la machine, par la technologie, est sûrement actuellement une des voies les plus fécondes du retour à Godard. Vous avez écrit vous-même dans cet ouvrage un chapitre sur le studio Godard qui nous intéresse dans notre émission à double titre. D'abord parce qu'il couvre la période 73-88, c'est-à-dire ce qui suit les tentatives de cinéma politique que nous avions analysées avec David Farou dans notre émission. Et ensuite parce que votre texte tente d'élucider une nouvelle tentative ambitieuse dans le parcours de Jean-Luc Godard, devenir l'homme-machine du cinéma. C'est-à-dire, comme vous l'écrivez, parvenir du film à tout faire et à faire tout seul, depuis la conception jusqu'à la réalisation. Là aussi, c'est une idée qui parlera à nos éditeurs. Nous pensons par exemple à l'entretien avec le cinéaste Florent Marcy, qui a mis en pratique cette ambition d'artisan total dans ses documentaires. Mais revenons à votre article, vous expliquez que le studio Godard commence avec le projet du film Moi-Je en 1973, mais une étape majeure de cette période est le déménagement à Rolle, en Suisse, avec Son Image et la cinéaste Anne-Marie Miéville. Là-bas, ils aménagent leur maison comme un atelier audiovisuel où ils vivent au milieu des machines, à la pointe de la technologie vidéo. 2 personnes l'assistent, Pierre Birbigui à l'image et François Musy au son. La question essentielle est ici celle du pouvoir exercé sur les machines et le contrôle à la fois créatif et technique de l'ensemble de la chaîne de production d'un film. Vous écrivez éclairer un film, l'enregistrer à la caméra, l'étalonner, le mixer, repiquer un son ou une musique. Soit autant d'opérations que la plupart des cinéastes délèguent sans avoir conscience de l'importance esthétique de leur contrôle. Est-ce que c'est à ce moment-là que Godard en prend conscience ou est-ce qu'il en avait déjà conscience avant ? Alors, je pense que Godard a conscience au milieu des années 70 qu'il faut qu'il fasse du cinéma tout seul, tout simplement parce qu'il se retrouve tout seul, hein. C'est un moment de grande solitude, alors solitude accompagnée
du compagnonnage avec Anne-Marie Miéville, hein, qui est essentiel aussi bien, je dirais, dans la vie que pour l'œuvre. Mais voilà, Godard est à ce moment-là dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de traversée du désert, hein, et il comprend qu'il pourra pas continuer à faire du cinéma comme il l'a fait pendant les 15 premières années de sa vie, de sa carrière de cinéaste, c'est-à-dire de travailler essentiellement à la commande. Voilà, Godard avait cette capacité extrêmement, parfois géniale, hein, de pouvoir répondre à la commande tout en la faisant sienne, tout en y trouvant son compte et en détournant en général la commande de ce qui lui avait été passé. Voilà, Godard a travaillé avec un certain nombre de producteurs privilégiés comme Georges de Beauregard, évidemment, Pierre Braunberger, et puis ensuite toute une série souvent de maisons, de sociétés américaines, hein, qui étaient implantées en France et qui pouvaient financer ces films. Et à chaque fois, Godard, en quelque sorte, prend l'argent et puis après fait le film qui correspond à peu près à ce qu'on lui demande, tout en travaillant à sa façon et qu'on ne puisse absolument rien lui dire. Je veux dire, voilà, Godard fait le film comme il l'entend, c'est pas un producteur qui va lui faire respecter, entre guillemets, une commande. Donc, dans ce système, Godard est à la fois très à l'aise et en même temps, il a besoin d'interlocuteurs, en tout cas de commanditaires. Or, à partir je dirais, le dernier film qu'il fait comme ça complètement, c'est Week-end, et ensuite tout va bien, hein, avec la rencontre avec un producteur un petit peu particulier qui est Jean-Pierre Rassam, hein, qui va lui permettre de continuer dans sa période d'isolement ou plutôt de travail politique, de continuer l'ancien système. Mais Godard comprend à ce moment-là, quand il arrête de travailler comme ça, qu'il faut mettre en place un nouveau système. Et ce nouveau système, il correspond d'un côté à une révolution technologique, qui est celle de la vidéo, et puis il correspond de l'autre à un désir chez Godard de pouvoir, effectivement, puisqu'il est devenu quelqu'un qui est tout seul, solitaire, de faire du cinéma tout seul ou à deux avec sa compagne de jeu qui est Anne-Marie Miéville à ce moment-là. Donc ces deux conditions font prendre conscience à Godard qu'il faut qu'il invente quelque chose. C'est d'une part une prise de conscience qui me semble assez précoce, et Godard est un des premiers en France, en tout cas, avec Chris Marker, par exemple, à s'intéresser à la vidéo, à travailler avec le matériel vidéo. Bon, c'est un travail qui est très en phase avec le moment politique de Godard, hein, mais c'est en même temps un travail qui est extrêmement, je dirais, fécond au niveau des formes, hein. Godard va réinventer son cinéma en travaillant précisément sur la technique de la vidéo, sur ce que la vidéo permet comme incrustation, jeu de surimpression d'une image sur l'autre, d'apparition de caractères, de lettres à l'écran, voilà, de scintillements, il y a tout je dirais, Godard fait feu de tout bois, hein, sur la technique vidéo. Il est un grand inventeur formel de ce côté-là, je dirais, à l'égal dans un genre très différent de Jean-Christophe Averty, hein, si on veut, qui est véritablement le pionnier dès les années 60 de l'usage comme ça de la vidéo. Godard, à sa façon, va poursuivre en quelque sorte et être aux côtés de Marker comme ça, quelqu'un qui va faire un vrai usage de la vidéo. Donc ça, c'est un rapport à la machine qui est très important pour Godard et qui renouvelle complètement son cinéma à partir du début des années 70. Voilà, le premier film où on voit l'apparition des appareils vidéo qui sont filmés et lui
l'usage encore modeste, hein, je dirais, d'une sorte d'entrée de la vidéo dans le cinéma traditionnel. C'est Vladimir et Rosa en 71, comme ça, où on a un véritable jeu, hein, sur la vidéo dans le cinéma. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce projet, hein, Moi-Je, en 73. C'est un projet qui devait être, puisque le film n'a pas été réalisé, hein, entièrement réalisé en vidéo. C'est le premier véritable film que Godard dédie à la technique vidéo. On pourrait dire c'est son premier essai vidéographique, hein. Godard va réinventer son cinéma en partie en travaillant la vidéo comme une possibilité de penser le cinéma à travers toute une série d'essais, hein, qui sont souvent des films assez courts ou au contraire très longs. Voilà, c'est ce que permet la vidéo, permet tous les formats, permet toutes les audaces formelles, toutes les innovations esthétiques. Et Godard va faire usage très important de la vidéo à ce moment-là. Et parallèlement, il a besoin de se constituer ce studio en achetant des machines et en se formant au fonctionnement des machines. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un deuxième mouvement qui est assez parallèle. Qui commence, je dirais, avec l'acquisition de tout un matériel vidéo, hein, aux États-Unis, notamment. Godard à ce moment-là vit beaucoup en faisant des grandes tournées dans les universités américaines, hein. C'est là où il peut récupérer un peu d'argent, en fait. Voilà, une sorte d'impôt révolutionnaire, hein, sur l'Amérique. On va parler aux étudiants américains pour faire la révolution et on empoche les dollars. Et c'est aussi aux États-Unis qu'il y a, parallèlement au Japon, hein, où se développent les deux, Sony d'un côté et de l'autre côté les marques américaines, hein, et Godard va s'équiper des deux côtés, hein, Sony et les marques américaines, en vidéo, en investissant, je dirais, une bonne part, presque la moitié de ce que Godard gagne à ce moment-là, est investi dans l'achat de matériel vidéo d'abord et puis ensuite cinématographique. C'est un investissement assez colossal, hein, et Godard donc c'est une véritable volonté, hein. Il y a chez lui quelque chose qui est très clairement dédié à cela. Bon, il va être aidé, la rencontre avec Jean-Pierre Rassam est importante en cela, puisque Rassam partage cet intérêt de Godard pour la vidéo et va, quand Rassam a le pouvoir, notamment chez Gaumont, hein, pendant quelques mois, Jean-Pierre Rassam, ce jeune producteur un peu fou, très aventurier comme ça, qui veut produire des grands cinéastes. Il y a une rencontre avec Godard qui est très importante et donc Rassam va participer au financement de Godard, notamment au moment de Tout va bien, hein, où Godard va pouvoir acheter un certain nombre de matériel. Donc Godard va s'équiper, va s'entourer. Alors c'est d'où l'importance de ces deux techniciens que sont Bingly et Musy, hein. Bingly, c'est quelqu'un qui est un des meilleurs spécialistes en Suisse à ce moment-là de la vidéo, et Musy du mixage, du son, hein. C'est un grand ingénieur du son, et les deux vivent en Suisse. Et donc Godard va à ce moment-là décider effectivement de s'installer en Suisse. Alors c'est pour lui une sorte de retour, hein, puisqu'il vient de là, il vient de Lausanne, de Genève, c'est là où il a passé son enfance, hein, autour de son père qui dirige une grande clinique sur les bords du lac Léman à ce moment-là. Et donc Godard va faire une sorte de retour au pays natal, hein, qui est en 1977, il s'installe à Rolle et bon, c'est pas tout à fait innocent que ça passe par la Suisse, hein, que ça passe. Bon, c'est à la fois le retour au pays natal, et puis c'est aussi un pays de haute technologie, hein. C'est pas oublier que c'est à Lausanne qu'on invente le Nagra. Et auparavant, Godard s'était installé pendant un certain temps à Grenoble, pendant 3 ans. Et Grenoble aussi est une ville de haute technologie, beaucoup d'ingénieurs, où était installé Jean-Pierre Beauvais,
Boviala et Aaton, qui va lui aussi, bien sûr, participer à cette aventure technologique. Donc voilà, il y a un double contexte. Il y a un contexte qui est celui de l'usage, je dirais, un peu révolutionnaire de la vidéo, et puis le désir de vivre au milieu des machines, qui est un désir très fort de Godard à partir, je dirais, du début des années 70, quand il est entouré d'un certain nombre de grands ingénieurs que sont Boviala aussi, mais bien sûr, mais aussi par exemple son chef opérateur Willy Lubchansky, qui est voilà, ce moment est très important pour Godard, et puis ces grands techniciens de la vidéo qui est Pierre Binggli et du son qui est François Musy. Donc voilà, il y a un contexte là, je dirais, très important qui permet à Godard de constituer, et c'est ça qui m'intéressait dans ce texte, de constituer un véritable studio Godard, où à la fois il a acquis un certain nombre de machines, il les a achetées, et ensuite, peu à peu, il les maîtrise, il les fait fonctionner avec d'autres, donc avec des ingénieurs qui vont l'initier à cela, jusqu'à pouvoir, on peut dire à partir, je dirais, du début des années 90, fin des années 80, Godard acquiert ce qu'on pourrait appeler une autonomie technique, qui lui permet, en Suisse, à Rolle, de travailler de deux manières. D'un côté, de faire tout seul toute la production, je dirais, vidéo, voilà, tous ces essais vidéo et qui débouchent sur les histoires du cinéma, évidemment. Et puis, de l'autre côté, de pouvoir travailler alors là, en petit comité, parce qu'il ne peut pas absolument faire ces films, je dirais, commerciaux, qui sont des films qui continuent à être produit de façon assez classique par Marine Karmitz, puis ensuite par Alain Sard, voilà, qui lui commande des films. Mais Godard arrive avec ses propres machines sur ces films et peut les fabriquer. C'est là où le rôle de Boviala est très important. Voilà, Boviala met au point pour Godard une machine hyper sophistiquée, unique au monde, qui a à la fois la capacité technique d'une caméra traditionnelle 35 mm et la miniaturisation d'une petite caméra, ce qu'on appelle la paluche, c'est-à-dire qui tient dans la main. Godard possède, au milieu des années 80, quand il fait ses films comme Passion ou Sauf qui peut la vie, ou Je vous salue Marie, ou Prénom Carmen, il possède un outil technologique unique. La caméra 8-35. Voilà, qui correspond à elle correspond exactement à un rêve qu'a eu Godard, et c'est la matérialisation d'un désir de pouvoir voilà, avoir une caméra dans la boîte à gants d'une voiture, de voir un beau paysage, un beau ciel, et de sortir la caméra et de le filmer comme ça, à la volée, presque. Et donc c'est ça le rêve de Godard, qui se matérialise par le travail de Boviala. Bon, c'est quelque chose de à la fois très beau et puis très compliqué, et aussi très complexe, parce que cette machine, elle est très complexe, elle fonctionnera jamais vraiment complètement, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi chez Godard, c'est qu'il est toujours un expérimentateur, il est toujours en train de mettre au point les choses. Donc ça, c'est ce contexte-là du studio Godard est très important pour lui permettre de faire voilà, ce double cinéma qui va être sa marque, je dirais, tout au long des années 80-90. D'un côté les essais et de l'autre les films commerciaux, et de les faire, je dirais, dans une autonomie presque complète. Il a toujours besoin, évidemment, pour
pour faire des films commerciaux, d'avoir quelques vedettes, d'avoir un producteur qui amène le financement. Mais Godard peut, avec l'aide de François Musy, mixer, hein, c'est ce qui est l'opération la plus complexe de fabrication du film, le mixage. Il peut mixer les films chez lui sans passer par les grands studios. Donc il n'est pas, comme il le dit, il n'est pas aliéné, il ne délègue pas des opérations techniques hyper importantes à des techniciens professionnels. Il peut les faire lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être la concrétisation de son rêve d'autonomie technique. En même temps, dans le livre, il y a une citation qui est rapportée, notamment à propos des 2 chapitres qui se retracent la genèse de la caméra 8-35. Par Vincent Sorel et Benoît Turchetti. Cette citation dit « Elle est de Godard, un film, cela ne se fait pas seul, ça n'existe pas ». Donc il y a toujours ce rapport contradictoire entre cette volonté d'autonomie et en même temps, en parallèle, les films commerciaux qui continuent de faire et qui sont des films avec des moyens importants. Oui, c'est vrai, il y a cette volonté de Godard d'être présent au cœur du cinéma, et ça passe forcément par des films commerciaux, et à partir de ce moment-là, on est dans un collectif, voilà, on peut pas... Godard, cette très claire conscience qu'il ne peut pas être au cœur du cinéma comme il le désire en faisant uniquement des essais vidéo. Donc c'est une part très importante de son travail, mais ce n'est pas tout. Et c'est vrai que même au moment où il est plongé dans les histoires du cinéma, il continue à faire aussi parallèlement, régulièrement, des films qui vont sortir en salle et qui vont avoir parfois des grandes vedettes comme Alain Delon ou Gérard Depardieu. Donc oui, c'est sûr que il y a ce désir qui forcément passe par un collectif. Et puis, je dirais plus profondément, je pense que Godard a un souhait... il y a presque d'homme de la Renaissance. Il a une sorte de vénération pour l'ingénieur. Et donc il aime ce contact avec quelqu'un qui va l'initier à la technologie, qui va fabriquer des machines pour le cinéma. D'où son rapport très fort avec Jean-Pierre Bauviala. Mais ensuite, je pense que voilà, Bingly, Musy, Fabrice Aragno aujourd'hui jouent encore ce rôle-là. C'est-à-dire voilà, ils sont à la fois des coopérateurs techniques indispensables à Godard et je dirais presque un peu des inventeurs de machines. Voilà, un film comme Adieu au langage a été en partie inventé par Aragno. Avec des prototypes voilà, de caméras 3D. Il a inventé des machines pour pouvoir filmer en 3D, où il a bricolé des machines existantes qui permettent ce que Godard filme dans Adieu au langage, c'est-à-dire une 3D qui ressemble absolument à rien d'autre qu'à son propre film. Voilà, on peut pas faire... C'est un film qui est d'âge technologique, je dirais, d'Avatar de Cameron, voilà, sur la 3D, qui est d'ailleurs assez fasciné par ce que Cameron peut faire avec la 3D. Je pense pas qu'il y ait une coupure absolue entre ce qu'on peut faire de plus à la fois spectaculaire et commercial avec la 3D, comme le fait James Cameron dans Avatar, mais Godard le fait à sa façon, c'est-à-dire en réinventant la machine, en filmant autre chose, autrement. Et c'est ça, cet usage critique polémique de la machine, de la 3D, elle passe par une collaboration avec un véritable ingénieur, créateur de machines. Et voilà, je pense que Fabrice Aragno joue aujourd'hui le rôle qu'a joué autrefois Raoul Coutard, voilà, qui pouvait réinventer, qui inventait des machines. Quand Coutard filme sur les Champs-Élysées dans un triporteur de la Poste, il invente une machine cinéma, exactement comme quand il filme un travelling, non pas sur des rails, mais sur un fauteuil de paralytique, comme on disait à l'époque. Bon, voilà, il invente une machine cinéma. Eh bien, ça, Godard garde ce rapport très fort avec ce type d'ingénieur inventeur. C'est presque une sorte de fantasme à la Léonard de Vinci, quoi. Inventer des machines. Et Godard, à la fois, aime cela, mais il sait qu'il ne peut pas le faire tout seul. Et donc, il a besoin d'être initié à ça par quelqu'un.
et d'où la façon dont il s'entoure de toute une série d'ingénieurs de très haut niveau. Voilà, on en a cité pas mal. Il faut aussi parler, par exemple, de Caroline Champetier, qui a aussi la directrice de la photographie. Voilà, la grande directrice de photo de Godard, qui est aussi je dirais, une inventeuse de machines, au sens où elle fait un usage de la caméra et des lumières qui forge quelque chose de nouveau. Et donc, et ça, c'est dans sa collaboration avec Godard, notamment, qu'elle invente des machines. Le concept et la terminologie d'homme-machine, elle est aussi apparue dans la musique, en Allemagne, dans les années 70 aussi, autour de groupes allemands qui faisaient de la musique, notamment Kraftwerk, qui rejoignaient justement cette idée d'hommes qui faisaient jouer des robots et qui se servaient de la technique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou alors moi ça me parle un petit peu, mais je suis pas. Mais Godard ça lui parle complètement. Je veux dire, une bonne part de l'inventivité godardienne technophile ou technocritique, elle passe par l'enregistrement de la musique. Ça c'est sûr que Godard considère que la musique est peut-être l'équivalent d'une forme de création pure, je dirais presque de poésie, et que enregistrer la musique, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est l'occasion chez lui de moments créateurs les plus, je dirais, les plus à la fois effervescents et fulgurants. Et donc, et à chaque fois enregistrer la musique, ça veut dire inventer quelque chose techniquement. Donc bon, ça commence très concrètement chez Godard avec One Plus One. Voilà, passer trois jours et 3 nuits dans les studios londoniens pour enregistrer une chanson des Rolling Stones. Ça continuera dans Soigne ta droite avec les Rita Mitsuko. Voilà, il y a quelque chose de très très important pour Godard sur cette sorte de captation de l'invention d'une musique, puisqu'à chaque fois c'est capter les manières parfois assez tâtonnantes, hésitantes, dont une musique est en train de se créer. Et donc voilà, la technique cinématographique, elle est mise au service dans sa méthodologie et dans son invention de capter ce moment particulier où la musique est en train de se mettre en place, de se créer, de s'inventer. Et par ailleurs, Godard a un rapport très fort aussi avec je dirais une forme d'idéal musical qui est une forme de perfectionnement maximal le plus pur enregistrement de la musique, qui passe par son lien très fort avec le studio et la marque ECM de Eicher. Voilà, donc à Munich, Godard a une sorte de passion pour cet homme qui, dans son studio, a mis au point des machines d'enregistrement extrêmement perfectionnées qui donnent le plus pur son au monde. D'après, c'est la marque, la réclame même de ECM. Donc voilà, Godard va avoir un compagnonnage à partir de Nouvelle Vague de 92, 93 avec Eicher sur cette enregistrement le plus pur possible, et ça correspond au moment où Godard va complexifier l'écoute de ses films, jusqu'à en faire une sorte de son quasi autonome, c'est-à-dire les nappes sonores de ces films des années 90-2000 jusqu'à aujourd'hui sont je crois que c'est le seul cinéaste dont sort dans le commerce, d'ailleurs, produit par ECM, les DVD des films. C'est-à-dire que ce sont pas les DVD, les CD des films. C'est-à-dire que ce sont des films qu'on peut écouter
en même temps ou tout seul, qu'on peut écouter de façon autonome. D'un côté, on les regarde en les entendant, je veux dire, et de l'autre côté, on les écoute sur CD, des coffrets, voilà, qui correspondent à tous les films de Godard depuis le milieu des années 90 sortent aussi en CD, ou quasi tous. Et donc, voilà, je pense qu'il y a donc un rapport à la musique qui est chez Godard extrêmement fort, à la fois parce que la musique est pour lui la création par excellence. Voilà, la poésie d'aujourd'hui, c'est la musique, d'où son rapport avec un certain nombre de compositeurs qui sont d'ailleurs souvent publiés par ECM, comme Keith Jarrett, Arvo Pärs, Inda Smith, voilà, Courtag. Godard a une culture musicale qui le fait se rapprocher un petit peu de tous ces artistes et compositeurs. Et d'un autre côté, l'usage par Godard de ces machines qui lui permettent d'avoir une sorte de précision sonore qui est absolument inégalée dans le cinéma d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose que, là encore, Godard maîtrise finalement grâce à ce compagnonnage avec Escher et qui devient parfois une obsession. Et Godard a un film comme Notre musique qui porte bien son nom. Le premier projet, c'était précisément, ce qui n'a pas été réalisé, c'était de réunir tous les musiciens et les compositeurs de CM dans une église située entre la Géorgie, l'Estonie, une petite église comme ça, et de les faire jouer ensemble et de les enregistrer chacun individuellement pour composer une sorte de grande symphonie comme ça du son le plus pur. Donc voilà, il y a chez Godard un vrai fantasme musical qui s'inscrit techniquement dans son cinéma. Qu'avez-vous pensé du livre d'images, en tout cas dans la version que vous avez pu voir, puisque le film s'est décliné dans de nombreuses formes de diffusion, Festival de Cannes, Théâtre des Amandiers de Nanterre, site web d'Arte, ou encore un théâtre en Suisse? Alors moi, c'est un film que j'ai vu aux Amandiers, donc dans un dispositif effectivement particulier. Bon, les dispositifs pouvaient changer, mais ils avaient ceci de commun, disons, de pouvoir précisément mettre le spectateur au cœur d'une sorte de grande symphonie sonore. Enfin, c'était quand même ça l'idée. C'était l'idée que les sons proviennent de plusieurs endroits autour du spectateur pour qu'il soit comme pris dans une sorte d'atmosphère sonore, d'ambiance sonore multiple, comme ça, multipiste, en voyant une image finalement relativement petite par rapport à l'ampleur que prenait le son. Donc c'est un dispositif que Godard a forgé et qu'il a reproduit comme ça une dizaine de fois dans les différentes projection de son film. Donc c'est quelque chose de très particulier et évidemment c'est pas un film qu'on voit en salle comme les autres. Donc moi ce qui m'a passionné, c'est déjà je dirais le principe même de cela, c'est-à-dire de créer une sorte d'événement projection comme ça particulier, voilà, que Godard puisse faire ça. C'est quand même le signe d'une vivacité puis d'une volonté toujours présente à la fois de se faire le mieux voir et écouter possible, y compris par pas trop de monde, ça va avec, mais en même temps aussi de pouvoir imposer ça même à des structures ou des institutions amies, qui sont des alliés, je dirais, de Godard depuis longtemps. Certaines n'ont pas pu répondre à la demande de Godard. Donc il y a une sorte d'exigence de Godard dans la façon de montrer ses films, ou son film, le livre d'images, qui est assez frappante, étonnante. Après, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, je dirais, dans le livre d'images, c'est la capacité de Godard
renouveler je dirais, ses représentations, ses images proprement dit. Hein. Bon, ça, c'est beaucoup lié, je pense, au travail que Godard a pu faire avec Nicole Brenez, hein, qui lui a apporté beaucoup d'images, je dirais presque des stocks d'images, notamment de ce cinéma qu'elle connaît très bien, ce cinéma expérimental comme ça. C'est vrai que Godard vivait depuis, disons, une vingtaine d'années, hein, depuis qu'il s'est constitué cette sorte de banque de données incroyable qui lui a servi à faire les histoires du cinéma, hein, c'est-à-dire des centaines et des centaines d'extraits de films de quelques secondes à quelques minutes, enfin plutôt quelques secondes, hein, voilà, des sortes d'éclats comme ça, qui, depuis, disons, voilà, la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2010, était un petit peu son stock d'images, hein, son réservoir d'images, à partir desquels il pensait le cinéma, qui revenait beaucoup, qui évoluait, dont les associations, hein, comme Godard dit, le montage, hein, voilà, plus Godard fonctionne sur cette idée, hein, que plus deux choses dissemblables sont rapprochées, plus elles produisent du sens. Hein. Voilà, Godard ne cessait de rapprocher ces images. Et ce qui me semble s'être opéré avec le livre d'images, c'est une sorte de renouvellement un petit peu du stock, du matériau des images godardiens. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Voilà, que Godard, à près de 90 ans, se renouvelle et cherche à renouveler le matériau sur lequel il travaille, hein, proprement dit. Ça induit forcément un renouvellement formel, c'est-à-dire que voilà, forcément, puisque les images sur lesquelles il travaille changent, on va les montrer autrement. Donc c'est ça qui est intéressant, bien sûr, dans le livre d'images, hein, par rapport aux films d'avant, comme Film Socialisme ou Adieu au langage. C'est un film qui est finalement assez différent, tout en, bien sûr, reprenant un certain nombre de travaux godardiens de longue date. Mais oui, moi, c'est ça. C'est ces deux choses qui m'ont vraiment frappé dans le livre d'images. C'est d'un côté la capacité de Godard à imposer un dispositif formel de vision et d'écoute du film, et puis de l'autre, le renouvellement du matériau proprement dit godardien. Sur la question de l'expérimental, il y a quelque chose d'intéressant qu'on avait déjà posé à David Farrow et qui reprend une réflexion de Nicole Brenez que vous avez citée, qu'elle a écrite dans la revue Trafic à propos du livre d'images. Le trajet général de Jean-Luc Godard se caractérise par un devenir de plus en plus expérimental depuis le classique Opération Béton en 1953 jusqu'à son dernier long métrage en date, le livre d'images. Est-ce que par définition, cette analyse s'applique également dans la capacité de Godard à devenir de plus en plus un homme-machine ? Je pense que oui, l'expérience, puisqu'il y a ce mot de l'expérience au cœur d'expérimental, implique une maîtrise de la machine, ou en tout cas une réinvention de la machine, une maîtrise critique de la machine. Donc je pense que c'est vrai que voilà, tous les films de Godard peuvent relever de ça, hein, d'une certaine façon, hein, puisqu'il y a chez lui, je dirais, un usage iconoclaste de la machine qui est inhérent même à sa personnalité, à tous ses films. Mais c'est vrai qu'il y a des moments du travail de Godard où il va peut-être plus radicalement vers des expériences, vers un cinéma expérimental, et donc à chacun de ces moments, Godard doit adapter et donc créer des nouvelles conditions de travail technique, hein, qui correspondent à ce qu'il a envie de faire. Et donc, c'est sûr qu'il y a un moment très fort autour des histoires du cinéma où il a su parfaitement adapter la technique vidéo et les autres machines qui lui servaient, notamment la machine à écrire par exemple, à son travail, qui le montre même dans le film, et que le moment
Adieu au langage correspond aussi à un moment d'expérimentation sur la 3D et que le livre d'images correspond à une autre forme d'expérimentation de Godard, voilà, sur une forme de vision et d'écoute complètement différente et sur un matériau réuni qui l'oblige à toujours renouveler sa capacité à être un homme-machine, oui, absolument. Eh bien, un grand merci à vous, Antoine Debec. Merci beaucoup. D'avoir conversé avec nous pour ce nouvel entretien de Négatif. Sur notre site internet négatif.co, vous pouvez découvrir nos 30 précédents entretiens, accompagnés d'illustrations, extraits vidéo, liens et références. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify et Twitter. À bientôt.